Dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, ça sera le dernier numéro de notre saison et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet de santé en fait qui nous concerne tous. Bien entendu, c'est l'été, nous avons plongé directement dans les grosses chaleurs, le soleil aussi. Nous allons parler de vitamine D, nous allons essayer de tout comprendre, où la trouver, comment surtout bien l'assimiler et pour en parler, nous avons ramené bien entendu des spécialistes qui vont tout nous dire sur les bienfaits de la vitamine D. Ça sera dans la deuxième partie de notre émission. Et dans la première partie, comme à l'accoutumée, j'ai le plaisir de recevoir notre médecin, Wided Agabi. Bonjour. Bonjour, Mariam. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va chaudement? Oui. Aujourd'hui, c'est une journée. Oui. Ça va, les jours passés, il faisait assez, on va dire assez doux, hein, franchement, des températures saisonnières. Mais là, aujourd'hui, il va falloir alors se protéger, chapeau, crème solaire, pas trop s'exposer aussi. Tout à fait. N'est-ce pas? Et Dieu sait que pendant l'été, c'est assez compliqué. Hein, il va falloir. En fait, on va dire qu'il y a plusieurs choses à mettre en place, des espèces d'habitudes qui sont hélas nécessaires. Exactement. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, tu vas nous parler des accidents domestiques. Ouais. Pendant l'été, Dieu sait que les enfants sont à la maison, qu'on a beaucoup, on va dire, la surveillance et surtout la vigilance doit être de pair. Voilà. Et bien entendu, c'est tout de suite après le jingle. Alors, Wided, les accidents domestiques, on appelle ça on va dire des chutes bêtes. Généralement, on se dit, ah, ça aurait pu ne pas arriver, mais ça arrive. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, en été, les enfants sont à la maison ou partent en voyage avec leurs parents. Ils sont chez les grands-parents. Et vous savez que les enfants, ils aiment explorer, ils aiment toucher, ils aiment grimper. Donc, découvrir. Voilà, exactement. Donc, et en été, généralement, c'est là où ils vont plus le faire. Et donc, ils vont se mettre en danger. Exactement. Ils vont se mettre en danger. Il y a toujours des accidents qui vont arriver. Donc, les parents doivent être très vigilants. Et aujourd'hui, on parlera justement de ces accidents. Donc, l'un des accidents qu'on a remarqué, on n'en parle pas beaucoup, c'est justement, on parle de la noyade, mais on ne parle pas de la noyade sèche. Donc, les noyades, c'est toujours un accident qui peut se produire donc soit à la mer, donc quand on part à la plage, ou à la maison ou dans des piscines, donc quand on part en vacances. Et à la maison, généralement, les parents, donc ils mettent une petite piscine comme ça ou un petit, dans la baignoire pour les enfants pour se rafraîchir. Oui. Et parfois, ils ne sont pas à côté, donc ils continuent à faire les tâches à la maison et tout. Donc l'enfant, parfois, il peut boire la tasse. Ça peut passer comme ça sans aucun incident. Donc, il va reprendre à respirer le plus normalement du monde. Et on va se dire, ah, il a bien échappé à une noyade. Voilà. Donc, il a échappé belle, comme on dit. Exactement. On a l'impression que ça va s'est passé, c'est pas si grave que ça. Tout à fait. Alors que chez certains enfants, donc après avoir un enfant qui a bu la tasse, donc par la suite, l'eau va rester au niveau des poumons. Et donc, ça va provoquer ce qu'on appelle une inflammation au niveau des poumons, donc qui va arriver dans les heures juste après avoir bu la tasse. Donc, en fait, est-ce qu'il tousse? Un enfant, quand il boit la tasse, est-ce que la première des choses qu'il va faire, c'est tousser? Exact, oui. Donc, généralement, s'il arrive à tout faire sortir, c'est très bien. D'accord. Mais s'il va continuer à tousser, c'est l'un des signes qui doivent alerter les parents. Donc, si l'enfant, après avoir bu la tasse, il va continuer à tousser tout au long de la journée, donc sans arrêt, là, les parents doivent être... ça doit attirer leur attention, c'est pas normal. D'accord. Et puis, si au cours de la journée, il va être très fatigué, somnolent, donc avoir de la fièvre aussi, il va avoir de la fièvre, des vomissements répétés au cours de la journée. Donc, tous ces signes doivent alerter les parents et ils doivent consulter rapidement. Alors, combien de temps, Wided, donc après l'incident, donc après avoir bu la tasse, à partir de, on va dire, de combien de temps on commence à voir ces signes, ils vont commencer à apparaître? Donc, justement, il peut ne pas les avoir tout de suite. Donc, quelques heures après, il va commencer à avoir ces symptômes. Et donc, ça doit alerter les parents, justement. Surtout s'ils ont déjà vu l'enfant donc quand il a bu la tasse. Mais même s'ils ne l'ont pas vu, parfois c'est juste un petit moment où on n'a pas vu l'enfant, donc on avait la tête tournée. Si on remarque juste après la baignade qu'il a ces symptômes, donc on doit consulter. Ils doivent consulter et c'est le médecin qui va donc diagnostiquer ce problème. Mettre le diagnostic. Tout à fait. Donc il faut faire très attention parce que si on ne consulte pas à temps, l'enfant peut arriver en réanimation
réanimation donc parfois même ça peut mener au décès. Donc on a déjà entendu des cas de décès dans le monde entier à cause de la noyade sèche. Ça a l'air d'être bizarre, on n'entend pas parler généralement. Donc noyade sèche déjà, mais ça peut arriver et ça existe, donc faire très attention. Et puis donc à la maison, il y a d'autres accidents qui peuvent arriver, notamment quand on cuisine, c'est les brûlures par exemple. Oui. Il faut toujours être à côté, donc toujours surveiller l'enfant. Absolument, mais en plus les enfants ils ont tendance à aimer être dans la cuisine là où il y a maman généralement, donc quand on cuisine ils sont toujours là à demander plein de choses, par exemple viens jouer avec moi ou lis-moi ça, donc un petit moment d'inattention peut être hélas fatal. Exactement, oui. Et puis il y a un autre accident qui arrive souvent, donc c'est les intoxications médicamenteuses, surtout si on laisse les médicaments à la portée des enfants, ou bien les intoxications dues aux produits caustiques ou produits ménagers par exemple, de l'eau de javel par exemple, ou il y a d'autres produits. Donc, et tu sais que maintenant les cuisines sont remplies, que ce soit les cuisines ou les salles de bain, donc beaucoup de produits, on utilise beaucoup plus de produits qu'autrefois, et donc en plus même les emballages aussi peuvent être très attrayants pour les plus jeunes. Tout à fait, et puis il y a une erreur que toutes les mamans algériennes elles font cette erreur, donc c'est de mettre l'eau de javel dans une bouteille d'eau en plastique, et cet accident peut arriver même aux adultes, parce qu'on peut se tromper, on peut croire que c'est de l'eau alors que c'est de l'eau de javel. Donc toujours, même si on met l'étiquetage, ou carrément il ne faut pas changer comme ça. Il ne faut pas changer les emballages, en fait, les laisser dans leur propre emballage. Et les laisser, donc il ne faut pas les laisser à la portée des enfants, donc les mettre dans des étalages, donc en haut, comme ça les enfants ils vont pas arriver à les toucher. Absolument. Et puis aussi utiliser des bouchons qui sont sécurisés, ça existe, donc sécuriser les bouchons. Faire très attention. Il y a d'autres accidents qui peuvent arriver, notamment les chutes, donc les escaliers, les fenêtres. Donc ça peut tourner en drame. Donc il y a des enfants qui se sont retrouvés paralysés à cause de ces chutes. Donc défenestrés généralement. Exactement. Donc faire très attention, mettre de la protection. Donc ça existe. On protège les fenêtres, on protège les escaliers, et puis comme ça on est tranquille pour nos enfants. Donc en tant qu'adulte, il faut être très vigilant. Donc doubler carrément la vigilance. Surtout en été. Surtout en été, en fait, il faut, je dirais presque limite, même changer un petit peu la configuration de la maison. Il faut en fait la sécuriser au maximum, parce qu'on sait très bien qu'on va rester vigilant, qu'on va être attentif, mais on a toujours ces petits moments d'inattention qui peuvent être hélas fatals. Exactement. Donc, on est fatigué toute l'année, on a la tendance pendant l'été de se relaxer et tout. Donc, mais pour les enfants, il faut doubler la vigilance. Donc, il faut être très présent pour justement permettre à nos enfants de passer l'été en toute sécurité. Il y a plein d'autres accidents domestiques, notamment l'électrocution. Donc, on a déjà remarqué ça. Les enfants qui peuvent avaler des jouets, des piles par exemple. Donc aussi, ça peut tourner en drame et peuvent s'étouffer à cause de ça. Donc, rester toujours à côté des enfants, essayer de bien réagir aussi après avoir que l'accident s'est produit. Donc, il faut bien... Ne pas paniquer. Exact, voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on voit un accident, on a tendance un petit peu à perdre, on va dire, le self-control, mais alors que normalement, il faut rester toujours, on va dire... Tout à fait. En tant que parent... Courageux. Exactement. En tant que parent, il faut rester courageux. Il faut s'informer des gestes des premiers secours, c'est très important. Donc, en cas d'étouffement, en cas de brûlure, s'informer de tous ces gestes qui peuvent justement sauver la vie de leur enfant. Il y a aussi des glissades, parce qu'on a tendance à laver à grande eau pendant l'été. Donc, comme on dit, d'abord c'est un plaisir de laver le sol, de nettoyer les terrasses et tout ce qui s'ensuit. Mais généralement, dès qu'il y a un tuyau, dès qu'il y a de l'eau, les enfants sont là. C'est vrai. Donc, pieds nus, bien entendu, généralement, puisqu'il fait chaud. Donc, bonjour les glissades. Ça m'est déjà arrivé, en fait. En tant qu'enfant, on aimait tous ça, jouer avec de l'eau. Quand maman fait le ménage, et donc, généralement, on se glisse sur le sol. Exactement, on fait des espèces de glissades. Oui, donc c'est génial, mais c'est dangereux. Donc, faire très attention, parce que justement, ça peut donner
donner donc des chutes, carrément des plaies à cause de ces chutes-là. Donc faire très attention quand on est à la maison et quand on fait le ménage ou quand on est en cuisine, par exemple. Ce sont des petits gestes en fait qui vont faire la différence. Ça, en fait, c'est une seconde parfois. C'est juste un moment où on a juste tourné la tête et là, c'est l'accident qui va arriver. Absolument. Voilà. Il y a aussi une habitude à prendre, c'est quand on a des enfants, quand ils sont jeunes, toujours essayer de cuisiner avec les feux arrière de notre cuisinière. Ne pas mettre devant, surtout pour les poignées. On a un petit peu tendance, surtout quand on remue, on la met de notre côté, donc toujours avoir le réflexe de le tourner parce que c'est généralement les accidents qui sont les plus courants, hélas. Tout à fait. Donc l'enfant a toujours tendance de tirer directement donc les poignées des poêles ou des casseroles par exemple, et là c'est le drame. Donc généralement c'est de l'eau chaude, du lait chaud aussi. Donc faire très attention à ces petits gestes justement à mettre soit dans les autres feux qui sont juste au fond, ou bien toujours tourner la. Et puis c'est un accident qui peut même nous arriver à nous. Absolument, hein. absolument, oui. Ça peut très bien nous arriver à nous. J'imagine que vous recevez beaucoup donc, de brûlures. C'est toujours au niveau du ventre, des jambes aussi, des cuisses. Tout à fait. Donc faire très attention à ça. Et par rapport à l'électrocution, donc toujours protéger les prises par exemple. Donc il y a de sortes de dispositifs qu'on va mettre au niveau de la prise et comme ça l'enfant il va pas mettre le doigt ou carrément un jouet dedans, donc qui peut causer une électrocution. Voilà. L'électrocution. Il y a aussi une manière de cuisiner. On connaît, on aime bien le tabona, on aime bien faire tout ce qui est, on va dire, plat traditionnel, pain et tout ce qui s'ensuit. Généralement, c'est on va dire, ce mode de cuisson que favorise beaucoup qu'on favorise, faut le dire. Oui. Donc là aussi, ça reste dangereux parce qu'en fait, on est à même le sol et c'est vraiment très, très accessible pour les petits. Oui, tout à fait. Donc déjà, moi, l'été passé, ma petite nièce a eu cet accident malheureusement. Donc elle s'est brûlée la main en mettant donc la main directement dans une poêle d'huile qui était sur justement tabona. Voilà. Et donc je l'ai reçue aux urgences. On a dû faire des soins et tout. Alhamdoulilah, maintenant tout va bien. Mais c'est un accident qui peut arriver. C'était une fraction de seconde, vraiment. Donc ça peut arriver. Il faut faire très très attention. Il faut être vigilant. Éviter surtout si on peut ne pas cuisiner sur une tabona. Donc c'est l'idéal. Voilà. Absolument, absolument. Éviter ou alors carrément profiter que le papa sort les petits, va les amener peut-être en balade. Là, peut-être on prendra le temps de faire ce qu'on a à faire. Exact. De préférence quand ils ne sont pas là, parce qu'un moment d'inattention, personne ne peut y échapper, hélas. Tout à fait, oui. Voilà. Tout à fait. Donc, ce sont des petits gestes ou une petite vigilance qu'on doit instaurer pendant l'été ou pendant les enfants quand ils sont dans la maison. Donc, par exemple, pour les brûlures, c'est quand même, on va dire, un accident qui revient assez souvent. Qu'est-ce qu'on doit obligatoirement avoir à la maison? Alors, donc déjà, il faut connaître la règle des 15, donc les 3 15. Donc, directement, il faut la brûlure, on prend l'endroit qui a été brûlé sous l'eau, voilà, pendant 15 minutes. Donc, 15 degrés, la température de l'eau est à 15 cm du robinet. Voilà, donc ça, c'est la règle. C'est ça, la règle des 15. Voilà. 15 minutes sous de l'eau. Exactement. Ne rien mettre, ni d'huile d'olive, ni de beurre, ni rien du tout, ni du dentifrice. Tout ça à ne pas mettre. Si on a du tulle gras à la maison ou de la biafine, donc on peut mettre sur la brûlure et puis reconnaître si une brûlure nécessite donc une consultation. Parce que c'est des degrés. Donc il y a le premier degré, deuxième, troisième degré. Et puis c'est le deuxième degré qui nécessite généralement une consultation, surtout s'il y a des cloques. Et il ne faut pas percer les cloques. Voilà. Ah, très bien. Donc, et si la brûlure ne fait pas mal, il faut savoir que c'est très grave. Parce que c'est le troisième degré et qu'il y a des signes neurologiques, c'est que vraiment, cet endroit est vraiment, n'est plus, on va dire, ne reçoit plus la sensibilité. Ah, très bien. Voilà. Donc là, c'est très grave. Oui, c'est très grave et ça peut nécessiter même une greffe de peau. Ah, très bien. Voilà, très bien. Donc avoir du tulle gras toujours à la maison, de la biafine. De la biafine. Voilà. Bien entendu, sparadrap, coton. Bien sûr. Voilà. Bien entendu. Une trousse pour de premier secours. Il faut toujours avoir ça à la maison et donc reconnaître justement tous les degrés de la brûlure, ne pas percer les cloques. Ça c'est très important parce qu'on peut infecter la brûlure et donc si on voit que c'est une brûlure qui nécessite une consultation, il faut tout de suite consulter. Ah, voilà. Très bien. Donc les plaies ouvertes aussi, Wided,
ça m'est arrivé donc personnellement, donc ma fille courait dans la maison. En fait, elle a tout simplement pris un angle, donc c'était on va dire un angle un peu pointu. Donc elle est rentrée et donc vraiment une coupure avec beaucoup de sang. Qu'est-ce qu'il faut faire généralement quand c'est une coupure? Alors, premièrement, il ne faut pas mettre du café. Voilà, ne pas mettre du café. Du café. Ça, on me l'avait dit. Mais du café, tu verras, le sang va s'arrêter de couler. Bon, je ne l'ai pas fait, heureusement. Oui, donc pas de marque de café. Parce que généralement, ils ont tendance à mettre directement sur la plaie. Donc ça, c'est... En fait, pour nous, en tant que médecin, déjà, ça peut provoquer des infections. Et puis, quand l'enfant ou la personne elle arrive aux urgences, on doit tout désinfecter. Et ça peut ne pas laisser les médecins regarder les lésions. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Donc, il faut comprimer. Tout simplement. Comprimer s'il y a du sang. Donc, bien sûr, avec des compresses stériles. Désinfecter avec de la bétadine. Et si on voit que c'est profond, il faut aller pour mettre des points de suture. Un point de suture. Et maintenant, les points de suture. Mais il faut comprimer pour arrêter le saignement. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Vidette, pour tous ces conseils. Merci. C'était un plaisir. Voilà, en tout cas, ce fut un plaisir de travailler avec toi. Donc, pendant toute cette saison, Vidette. J'espère qu'on se reverra, donc, Inch'Allah, à la saison prochaine. Merci. Par contre, on va te retrouver dans la prochaine émission, donc pendant l'été. Ça sera Summer Family. Inch'Allah. Voilà. Très bien. Merci encore, Vidette. C'était un plaisir. Et tout de suite, nous passons donc à notre thématique principale, la vitamine D. On saura tous les secrets, surtout comment l'absorber, où elle se trouve, avec bien entendu nos spécialistes, juste après ces images.
De retour sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir mes invités. Donc ils sont là, ils sont au rendez-vous. Donc j'ai le plaisir de recevoir Tinhinan Hadj Saïd. Bonjour, donc vous êtes pharmacienne. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Merci d'être là, Tinhinan. Nous avons aussi donc le plaisir de recevoir Dr Souad Guedmari. Bonjour. Guémari, c'est ça? Guémari. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être là. Donc, vous êtes spécialiste en médecine émotionnelle et orthomoléculaire. C'est ça. Merci d'être là. Donc, on va tout savoir sur la vitamine D avec vous. Et nous avons le plaisir aussi de recevoir le docteur Abdelbasset Hamri. Bonjour. Oui. Bonjour. Donc, vous êtes médecin généraliste? Oui, médecin généraliste et nutritionniste en même temps. Donc, merci à vous d'abord. Merci. Et puis, j'espère qu'on pourra apporter le maximum d'informations en termes simples au thème du jour. Très bien. Qui doit être la vitamine D. Justement, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre émission, de vulgariser au maximum, d'essayer de simplifier au maximum, de façon à ce que les téléspectateurs puissent mieux comprendre. Donc, on entend souvent des vitamines, il faut prendre beaucoup de vitamines, mais surtout la vitamine D. Ces dernières années, c'est vraiment, on va dire, les carences sont là. Oui. Et le besoin du corps en vitamine D est très, très important. Et on va essayer déjà de définir, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que la vitamine D déjà, docteur? Ok, donc en alimentation, pour être simple, en alimentation, l'alimentation elle est censée rapporter de macro-éléments, de macronutriments et des micronutriments. Donc les macronutriments, c'est protéines, glucides ou sucres et lipides. Et les micronutriments, il y a les vitamines, les oligoéléments et puis les fibres. Les vitamines, en alimentation, le corps compte à peu près 13 vitamines, donc 13 vitamines, 9 vitamines hydrosolubles et 4 vitamines 4 vitamines liposolubles. Parmi ces 4 vitamines liposolubles, donc liposolubles voudrait dire dissoutes dans de la graisse. Donc, le stockage et le transport, son stockage et son transport est assuré par la matière grasse ou le tissu adipeux. Donc là, la vitamine D, elle figure parmi les 4 vitamines liposolubles. En plus simple, c'est ce qu'on pourrait dire de la vitamine D. Donc, elle n'est pas seule. Le corps n'a pas besoin que de la vitamine D, donc il a besoin de à peu près 13 vitamines. Et du moment que l'actualité et par l'exercice courant tous les jours de la médecine, on constate de plus en plus qu'il y a vraiment des cas d'insuffisance, voire même déficit et carence chez la plupart des patients qu'on reçoit quotidiennement en consultation, d'où le souci donc d'apporter comment dirais-je, cette supplémentation. Voilà. D'apporter des solutions. Ouais. Moi, je rebondis sur ce qu'il a dit, docteur, par rapport à la différence entre les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Il faudra beaucoup plus faire attention aux vitamines liposolubles. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand risque de toxicité. Les vitamines hydrosolubles, il y a moins de risque de toxicité parce que généralement elles partent dans les urines et tout. Elles sont faciles à éliminer, en cas de surdosage. Par le corps. Exactement. Très bien. Par contre, pour les vitamines liposolubles, telles que les A, D, E, K, donc dans la vitamine D, il faudra faire vraiment très très attention. Pourquoi? Parce qu'en cas de surdosage, le corps va les stocker. Va les stocker. Et en fait, quelles seraient, on va dire, les conséquences si on a, par exemple, un taux élevé de vitamine D? Toxicité rénale, hépatique. Donc toxicité carrément à la vitamine D, donc qui va se manifester par plusieurs signes. Donc à commencer par une fatigue très très importante, des douleurs osseuses, voire parfois musculaires aussi, donc un état, on va dire pas un état d'esprit, mais parfois même sur le plan émotionnel, il y a des modifications des vomissements parfois. Voilà, des vomissements, des nausées, donc c'est toute une panoplie de signes qui témoignent d'une toxicité à la vitamine D. Donc là, il faudra faire attention en cas de supplémentation à respecter les doses
vraiment, selon minutieusement, voilà, selon selon l'état prescription du médicale. patient, le terrain, l'âge. On prend en considération donc plusieurs facteurs en cas de supplémentation à la vitamine D. Donc, Je voudrais oui, rajouter, allez-y. s'il vous plaît, on est rentré dans le vif du sujet. Oui, Absolument. Exactement, En exactement. parlant de vitamine D, c'est vrai que c'est une vitamine liposoluble, mais ce qu'on devrait dire aussi, que c'est une hormone. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle du côté neuro-émotionnel. Absolument. Donc c'est une hormone, ça a été découvert récemment, et enfin récemment entre parenthèses, hein, ça a été découvert, mais son application sur le terrain a été faite récemment. Donc c'est une vitamine et une hormone, c'est ça qui lui donne cet effet important par rapport au côté physique, donc somatique, tout ce qui est maladie, et au côté neuro-émotionnel. Parce que c'est vrai, il est vrai que quand on parle de vitamine D, on pense systématiquement aux os, hein, on dit que ça consolide les os, et on s'imagine en fait que ça s'arrête là. Mais en fait, Parce que c'est comme pas ça du que tout. ça a commencé. Comment on a découvert la vitamine D? C'était le rachitisme. Oui. Donc à un certain moment, ça fait des années, on a découvert la vitamine D comme ça, on a corrigé avec la vitamine D. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était petit, du moins dans ma génération, Oui. on nous a bourré de l'huile de foie de morue. Absolument. Tous les matins, avant d'aller à Exactement. l'école, prenez de l'huile de foie de morue parce qu'il y avait le rachitisme à l'époque. Mais après, on s'est rendu compte que le mécanisme physiopathologique de la vitamine D, comment elle fonctionnait quand elle rentrait dans le corps, elle n'était pas uniquement responsable des os. Mais malheureusement, elle partait au niveau du foie, au niveau des reins et elle partait même au niveau du cerveau, pour ne pas dire tous les organes du corps. D'accord. Donc elle avait des récepteurs un peu partout. Et dès que vous prenez un aliment qui est riche en vitamine D ou bien vous prenez une complémentation en vitamine D, ça allait se disperser un peu partout, Oui. sans parler du stockage dont ma collègue avait parlé, parce que le stockage, il faut faire la part des choses aussi. Je m'excuse de rentrer encore dans plus profondément. Quand on donne de la vitamine D à un obèse et on la donne à un maigre, c'est pas la même chose. D'accord. Un obèse, il va la stocker dans le tissu adipeux. Un maigre, normalement, il est censé la stocker dans les muscles puisqu'il n'a pas de graisse. C'est pour ça qu'après, quand on va parler de la complémentation, et mes deux collègues vont parler, la forme de prise de vitamine D est différente. Très bien. On va rappeler juste à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler donc au 021 23 98 91. Si vous avez donc des questions, nos spécialistes sont là pour y répondre. On va rester donc avec vous, docteur Guémari. On dit que le cerveau emmagasine la vitamine D. De quelle manière et quels sont surtout les... Emmagasiné, non, mais il a des récepteurs pour la vitamine D. Récepteurs, voilà. Et ces récepteurs, donc dès que vous prenez une alimentation riche ou une complémentation, ça va au niveau de tous les organes, y compris le cerveau. Et pourquoi ça va au niveau du cerveau? Parce qu'elle va au niveau des récepteurs de la dopamine et de la sérotonine. Et c'est ça, ces deux neurotransmetteurs, parce qu'il faut dire aussi que notre cerveau fonctionne comme une batterie. Il donne des fils électriques, et c'est ça, les neurotransmetteurs, c'est des petites vésicules chimiques qui sont dispersées dans le corps, et ça donne cette sensation d'humeur, les troubles cognitifs. Et puis, on s'est rendu compte aussi que la vitamine D, elle avait une action sur les neurones, pas uniquement sur le neurotransmetteur. La neuroplasticité, la neurotrophicité, c'est-à-dire que la qualité du neurone et tout. C'est pour ça que supplémenter quelqu'un en vitamine D, ça reste quand même un traitement de choix. Ah, très bien. Donc, avant d'arriver à la supplémentation, docteur, on dit généralement qu'on trouve la vitamine D uniquement dans le soleil. Est-ce vrai ou non? Ou est-ce qu'on peut le trouver ailleurs? Oui, on peut en trouver ailleurs. Donc, il y a deux origines de la vitamine D. Il y a l'origine qu'on appelle endogène, donc c'est le corps lui-même qui fabrique de la vitamine D à travers la peau, après exposition au soleil. Au soleil uniquement ou juste à la lumière aussi, à la lumière du jour, ça se C'est fait l'exposition à la lumière du jour, les ultraviolets, donc les rayons ultraviolets qui aident ou qui va permettre à la peau de synthétiser, de fabriquer de la vitamine D. Là, c'est l'origine endogène et l'origine exogène qui viennent de l'alimentation essentiellement. Et il n'y a pas une autre source, donc l'alimentation ne rapporte pas vraiment une grande quantité donc, de vitamine D. Reste, c'est une source, mais en fait, il y a une complémentarité entre l'origine endogène et exogène. Il faut qu'il y ait les deux pour qu'il y ait un taux de vitamine D correct chez une personne saine et bien portante, bien sûr, en dehors des maladies et des tares. Là, c'est à travers la peau, après exposition au soleil, et ce que rapporte l'alimentation
comme vitamine D. Essentiellement, on peut en trouver d'ailleurs dans les poissons, surtout poissons gras et semi-gras. Moi, je dirais pas les œufs. Le jaune d'œuf, je dirais plutôt les œufs. Là, pour ne pas encourager les gens à non consommer que le jaune. Oui, donc absolument. Ils doivent consommer des œufs complets. Donc je dirais les œufs aussi. C'est une bonne source de vitamine D. Cuit ou le jaune cuit ou pas cuit, ou alors les deux? Parce que moi personnellement, je conseille toujours de consommer les œufs. Un jaune mi-cuit. Un jaune mi-cuit, voilà, coulant. Baveuse. D'accord. Pour ne pas détruire, sachant que la chaleur, donc la cuisson en elle-même, elle détruit elle modifie la composition de l'aliment. Donc pour éviter de perdre tout ce qu'il y a comme protéines et vitamines dans l'aliment, il est préférable de consommer les œufs. Donc des œufs mimolettes, si on des œufs à la coque, ou omelette baveuse, là c'est une bonne source de vitamine D aussi. Et puis l'exposition au soleil, donc comme on l'avait dit, c'est pas s'exposer quotidiennement donc au soleil. 15 à 30 minutes jusqu'à 3 fois par semaine devrait suffire pour apporter la dose dont le corps a besoin quotidiennement. Voilà. D'accord. Si par exemple on s'expose au soleil, de préférence à quel moment de la journée Donc du moment que c'est l'été, il faudra éviter l'exposition au soleil donc prolongée. Il faudra choisir le moment de l'exposition au soleil. On ne devrait pas exposer tout le corps, juste par exemple les bras et le visage, ça devrait suffire. De 15 à 30 minutes et éviter les moments où le soleil tape fort. Donc pas forcément à la plage aussi. Hein. Donc pour nos amis estivants, donc il faudra éviter l'exposition thermique prolongée au soleil. Ça expose à d'autres risques, mais juste s'exposer au soleil 15 à 30 minutes devrait suffire. Et il faudra choisir le moment de l'exposition, de préférence, éviter l'exposition de midi jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h, 16h. Voilà. D'accord, donc de préférence le matin. Sans mettre d'écran, parce que l'écran total, il bloque la fabrication de la vitamine D. Très bien. Voilà, c'est pas se mettre... Ah oui, justement, c'est ce que j'avais imaginé. Je me suis dit peut-être mettre son écran total et s'exposer. Non. Très bien. Et puis il y a une découverte qui a été faite récemment par rapport aux UVB. On dit que le matin, c'est-à-dire le lever du soleil ou bien le coucher du soleil, les rayons qui sont émanés de cette transition, c'est des rayons qui rentrent directement dans les yeux et ça fabrique directement, et c'est de la bonne vitamine D qu'on fabrique. Oui. Voilà. Et puis ça rentre aussi dans la synthèse de la sérotonine de bon matin. Oui, donc ça nous permet de passer une journée en bonne humeur. D'accord. Donc se lever tôt et profiter donc des premiers rayons du soleil. Voilà, c'est magnifique. Ouais. Donc en fait, comme on dit, le hikma de se réveiller tôt a toute sa valeur. Sa valeur ici. Oui. Très bien. Donc pour la supplémentation, on trouve toutes sortes de supplémentations. On a les petites ampoules donc avec cette huile un peu grasse. Et est-ce qu'il y a une autre manière donc de se supplémenter? Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de compléments alimentaires qui contiennent de la vitamine D et sous différentes formes pharmaceutiques. D'abord, on va parler de la forme pharmaceutique. Comment la choisir? En fait, tout dépend de l'état du patient. Par exemple, pour un enfant ou alors un bébé, on ne peut pas lui donner un comprimé. Donc c'est comme ça qu'on va choisir les gouttes. Et bien sûr, c'est sous surveillance médicale. C'est pas anarchique. Les parents qui vont se supplémenter de manière anarchique, c'est dangereux. Après, parlant de l'huile. L'huile de foie de morue? Non. C'est la forme huileuse, pardon. C'est la forme la plus biodisponible. Donc c'est plutôt intéressant, par exemple, pour les personnes qui souffrent de problèmes intestinaux, de problèmes d'absorption et tout. Après, ce qui passe, parlons de l'observance du traitement, ce qui est facile à prendre, ça n'a pas de goût et tout, c'est bien les comprimés, les gélules. Ça veut dire, le choix de la forme, c'est par rapport à ça et par rapport aussi au dosage. Bien entendu. Oui, parce que si on va trouver un autre dosage sur une autre forme, il faudra faire la différence et jouer sur la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire il faudra bien expliquer... ça dépend beaucoup plus des résultats des analyses oui. et du terrain.
Oui, Là, terrain, quand on voilà. parle de terrain, c'est beaucoup plus l'état du patient. Exactement. Son âge, Oui. est-ce qu'il y a des maladies qui accompagnent cette carence en vitamine D ou pas? On peut parler même de la couleur de la peau. Du Absolument, patient c'est aussi. cette la question couleur que j'allais est vous dire. foncée. Est-ce que la couleur de la peau joue un rôle? Oui. Effectivement, oui. Énormément, oui. Donc, vous m'excusez, les personnes à couleur de peau sombre, ont besoin tout le temps de supplémentation. Leur peau est incapable donc de produire ou de synthétiser de la vitamine D. D'où l'intérêt de les supplémenter d'emblée et quotidiennement, sans avoir recours à faire des analyses. Bon, c'est vrai que les analyses, là, on les demande, on fait un bilan. Quand il y a vraiment des signes de déficit et de carence en vitamine D, et pour confirmer cette carence, là, on a recours à un bilan. Mais généralement, quand c'est des personnes à peau sombre, là, il faudra supplémenter d'emblée. Mais on a très remarqué bien. quand même que, excusez-moi, que les carences sont d'emblée là présentes. Moi, sur mes consultations, tous les patients que je dose sont en carence. Effectivement. Pratiquement. Oui, pratiquement tout le monde est carencé. Alors là, bien sûr, comme il vient de dire, il y a le terrain qui joue un très grand rôle. Parce que le terrain du patient, s'il a une maladie chronique, s'il est stressé, s'il a une déprime, s'il n'est pas bien, tout ça fait baisser le taux de vitamine C, puisqu'on a dit tout à l'heure que ça agissait sur la dopamine et la sérotonine. La dopamine, c'est l'hormone de l'activité, de la récompense, et la sérotonine, c'est l'hormone du lâcher-prise, de la détente. C'est ce qu'on ne trouve pas en ce moment chez nous. Enfin, Absolument. chez nous, dans le monde entier. Il n'y a pas ce lâcher-prise chez les personnes. Donc, si je rejoins son avis, donc il y a le terrain, il y a la forme qu'on prend, ça c'est sûr, il y a le dosage qu'on doit prendre aussi, parce qu'il y a des patients, quand je leur parle de vitamine D, oh docteur, on a déjà pris, le mois passé j'ai pris une ampoule, ça fait 15 jours j'ai pris une ampoule, donc ils prennent à leur tête, comme ça, ils vont chez le pharmacien, donnez-moi une... D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une rupture de stock par rapport à la vitamine D. Oui. Donc, ne vous supplémentez pas tout seul. Parce que ce n'est pas une supplémentation. Il y a ce qu'on n'a pas parlé aussi très très important, c'est les cofacteurs. Oui. La vitamine D ne fonctionne pas toute seule. Absolument. Elle a besoin de cofacteurs qui la transportent et l'emmènent vers la cellule. Très bien, on va revenir sur ça. Donc, on va parler tout de suite des cofacteurs. Je vais juste rappeler donc le téléphone à notre téléspectateur. Vous pouvez nous appeler au 021 23 98 91. Si vous avez des carences en vitamine D, si vous vous supplémentez, on va dire sans avis médical, si vous avez besoin de conseils ou des questions, donc nos spécialistes sont là pour y répondre. On en parle aujourd'hui dans notre émission. Donc, la vitamine D. On continue un petit peu votre idée, c'est Donc, les je disais transmetteurs. qu'on ne peut pas supplémenter quelqu'un sans lui donner un cofacteur. La vitamine D fonctionne avec le magnésium B1, B6, elle fonctionne avec le zinc, donc il faut donner ces cofacteurs. Il le faut, c'est nécessaire. Donc en fait, c'est Sinon, une erreur qu'on fait quand on c'est va, une on erreur achète quand on- juste Voilà. notre vitamine D, on rentre à la maison et on la prend. Exactement. Voilà. Et quand on fait le dosage, effectivement, on va trouver la vitamine D qui est élevée parce qu'elle circule dans le sang et elle n'est pas partie là où il le faut. Ni elle s'est fixée sur les os, parce que les os, c'est elle qui constitue la trame osseuse. Si vous n'avez pas une trame assez solide, vous ne pouvez pas fixer ni le calcium, ni rien du tout. Oui. Il y a aussi une autre erreur. Quand on prend de la vitamine C, il y a le calcium qui rentre dans le corps. Et s'il ne sait pas où aller, il va aller au niveau des vaisseaux. Et là, au niveau des vaisseaux et au niveau du cerveau, ça crée cette rigidité. Donc, du coup, ne vous supplémentez pas anarchiquement, ça c'est d'un côté. Et sur le plan neuro-émotionnel, la supplémentation en vitamine D est nécessaire sous surveillance médicale, bien sûr, parce qu'on a remarqué que même les enfants, moi, quand ils viennent et ils sont anxieux ou bien ils bougent trop et tout, le premier réflexe, d'ailleurs on le demande automatiquement, c'est de demander la vitamine D et on retrouve qu'elle est très très basse. Justement, c'est Et cette par- question que j'allais vous poser. Donc systématiquement, quand vous avez un patient qui vient Systématiquement, dans vous mon voir, bilan, c'est la vitamine D. Alors, on ne va pas la doser tous les jours, ni tous les mois. Et en général, on la dose à l'approche de l'automne-hiver, parce qu'on sait qu'il y aura une baisse, et en moins de 2 fois par an. Mais quand on corrige, et si vraiment elle est basse, là, on est obligé de contrôler juste après. donc quels sont les signes cognitifs et émotionnels qui peuvent nous alerter d'une carence en vitamine D? Eh bien, écoutez, le premier signe, déjà, c'est le trouble comportemental. Et les parents se plaignent de l'enfant, ou un adulte, il vient, il vous dit « je suis stressé, je suis anxieux », il y a ça. Il y a les troubles du sommeil.
Il y a cette apathie, les gens ne veulent rien faire, ils sont fatigués tout le temps, la fatigue chronique. Tout ça nous guide vers le côté neuro-émotionnel. Et quand on fait le dosage et on voit ça, déjà on corrige. Dès qu'on corrige, quelques jours après, la personne elle vient et vous dit je me sens mieux. Donc les récepteurs qu'il y avait au niveau du cerveau, là où la vitamine D devrait aller, et quand on la corrige et elle y va, et la personne elle est mieux. Bien sûr, après je vais vous dire, il y a un autre travail qui se fait derrière. Bien entendu. Mais quand même, la vitamine D joue un rôle très important. Donc, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Donc, c'est juste pour apporter un plus en ce qui concerne la supplémentation en vitamine D et les cofacteurs qui vont avec. Donc là, chaque année, il y a des études qui se font, il y a de nouvelles recommandations en matière de supplémentation. Là, on met beaucoup plus l'accent sur une supplémentation en vitamine D avec de la vitamine K2 et avec du magnésium, quelle que soit la forme du magnésium. On viendra vous dire tel ou tel magnésium, mais moi je dirais beaucoup plus, quelle que soit la forme du magnésium. Donc il faudra supplémenter et penser à ces cofacteurs qui vont avec. Sachant qu'il y a eu vraiment une complémentarité très très liée entre les oligo-éléments, les vitamines, dans leur travail, dans le métabolisme, je vais dire même jusqu'à plus d'une centaine d'opérations dans le métabolisme du corps. C'est intriqué. Voilà, très intriqué. Oui. Donc, par exemple, si on va parler de magnésium, le magnésium assure la transformation des métabolistes de vitamine D en vitamine D qui sera utilisée par le corps. Et puis, si on va parler aussi d'un autre cofacteur qui est la vitamine K2 assure que le calcium puisse arriver à ces sites de prédilection. Voilà, de prédilection, qui sont les os, donc c'est pour une bonne santé des os et du squelette en général, et les dents aussi. Donc une bonne santé de la dentition dépend aussi de la vitamine D. Très bien. Donc, on a un appel, donc on a Hamid Azazaga qui nous appelle. Bonjour Hamid. Bonjour. Merci de votre appel. Allô. Allô, vous m'entendez Hamid? Allô. Oui, allô. Moi, je vous entends, 5 sur 5. Merci de votre appel. Voilà. Vous avez une question? Exactement, j'ai une question à poser à vos invités. C'est à propos du soleil, surtout ici en Algérie. Le soleil est présent 10 mois sur 12, pratiquement 11 mois. Et les gens ont tendance, ils ont une carence en vitamine D, malgré ils s'exposent au soleil. Des fois aussi, les gens ils s'exposent plus d'une heure. Je veux savoir quel est le phénomène extérieur qui rentre en jeu. La première question, c'est celle-là. La deuxième question, pourquoi il est conseillé de rajouter de l'huile d'olive après la prise de la vitamine D? Très bien. Merci beaucoup Hamid pour vos questions. Merci. Elles sont précises. Merci beaucoup. Alors, je réponds à la question, la première question par rapport au fait que la plupart des Algériens sont en carence, bien que nous sommes dans un pays ensoleillé. Tout simplement, ça revient aux habitudes et au mode de vie. Généralement, les personnes qui travaillent au bureau, ils n'ouvrent pas la fenêtre, ils ne s'exposent pas assez au soleil, par rapport aussi aux vêtements, voilà, au mode de vie urbain. Voilà, par rapport à ça aussi, et voilà, donc l'élasticité de la peau aussi, parce que c'est vrai que déjà je corrige une chose, c'est pas la vitamine D ne vient pas du soleil. Le soleil nous ramène des rayons ultraviolets. Voilà. Et donc, c'est la peau, les UVB. Voilà. Donc, c'est la peau qui a cette capacité de synthétiser la vitamine D à partir d'une molécule qui appartient à la famille de cholestérol. Voilà. Très bien. Du cholestérol. C'est à partir de là qu'il y aura la synthèse de la vitamine D. Mais si la peau n'est pas en bonne santé, il n'y aura pas cette synthèse. Ça veut dire que si en dehors de la couleur de la peau, bien sûr. En dehors de la couleur de la peau, exactement. Si par exemple la peau elle est déshydratée, elle ne se porte pas bien, il n'y aura pas. La peau des sujets âgés aussi. Oui, c'est une peau déshydratée généralement. C'est une peau qui perd sa qualité de synthèse. Oui. Donc, il ne peut pas jouer son rôle, en fait. Oui, donc. Exactement. Donc, c'est par rapport à ça. Donc, on dit souvent aussi qu'il faudra entretenir sa peau, bien l'hydrater
pour assurer cette bonne synthèse de vitamine D. Voilà. Donc, et pour l'huile d'olive, donc il a dit pour l'huile d'olive, tout simplement parce que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elle se dissout dans un milieu matière grasse, oui. Voilà. Et dans la matière grasse. Donc c'est pour ça qu'il faut l'accompagner de l'huile d'olive. Voilà, c'est ce qui est disponible le plus en je voudrais rajouter pour la première question par rapport au soleil, des études ont été faites et ils ont vu que ni les vêtements qu'on met pour le muhtajibat, ni on a remarqué que malgré tout ça, il y avait ce déficit. Alors j'aimerais apporter un plus par rapport à l'environnement, l'épigénétique. Vous savez que l'environnement est riche en plomb, l'arsenic, le thallium, tout. Il y a des matériaux qui rentrent en compétition et qui bloquent le transport de la vitamine D au niveau des cellules. Exactement. Donc ça, c'est important. Si vous vivez dans un environnement qui est complètement pollué, ne vous posez pas cette question. C'est tout à fait normal qu'il y ait une vitamine D. Il y a aussi, on revient toujours au terrain, le terrain. J'ai dit tout à l'heure que les gens qui étaient maigres, qui n'arrivaient pas à stocker leur vitamine D au niveau du muscle, donc du coup, quand ils ne prennent pas ce jour-là ou le lendemain ou le surlendemain de soleil, automatiquement, ils vont se retrouver en carence. J'ai parlé aussi de l'indice de masse corporelle, les gens qui sont obèses, qui stockent beaucoup qui vont stocker les rayons solaires, mais malheureusement, qui vont capter ces rayons solaires, ils vont fabriquer leur propre vitamine D. Malheureusement, ces gens-là, comme ils ont de la graisse, elle sera stockée, elle sera bouffée par la graisse. Donc, une partie, c'est pour ça qu'on doit supplémenter. Quand on voit quelqu'un de gros ou obèse, on est obligé de supplémenter un peu plus pour qu'il y ait une biodisponibilité au niveau du corps. Exactement. Donc, là, la question qui se posait, c'était on est dans un pays ensoleillé 10 mois par an. Et pourtant, le problème de la du déficit en vitamine D se pose. C'est facile donc de savoir le pourquoi de la chose. Donc, le soleil ramène de la vitamine D. Le corps a sa capacité à fabriquer et à synthétiser de la vitamine D. Mais si l'alimentation est très pauvre et très déséquilibrée, les autres cofacteurs ne sont pas ramenés, ils sont censés être ramenés par l'alimentation. Donc les cofacteurs qui vont avec la vitamine D, qui assurent le transport et le stockage de la vitamine D et qui veillent en quelque sorte au bon fonctionnement de la vitamine D dans le corps, sont rapportés essentiellement et exclusivement par l'alimentation. Comme je viens de dire, donc la vitamine K2 n'est rapportée que par l'alimentation, le magnésium n'est rapporté que par l'alimentation, le calcium, élément très important et toujours associé à la vitamine D, n'est rapporté que par l'alimentation. Donc dès qu'on parle d'une alimentation pauvre, mal équilibrée, qui n'est pas très équilibrée, pas varié du tout. Absolument, et on en parle, vous savez, on en parle très souvent dans notre émission. On a très souvent fait des sujets sur la nutrition, sur l'alimentation, et on sait très bien que nos habitudes alimentaires ces dernières années ont changé. Exactement. Donc pratiquement, il y a aussi donc la nourriture à emporter. On mange beaucoup plus à l'extérieur, donc la junk food aussi, on en parle énormément. Et tout ça sont des facteurs qui nous mènent vers ces carences en vitamine D. Mais justement, je pense que par rapport à la nutrition, il faudra changer toutes nos croyances, parce que là, tout a changé. Donc, il faut travailler sur le côté neuro-émotionnel. C'est-à-dire que les personnes qui ont changé, elles vous disent, moi, je donne des conseils, elles vous disent, moi, je mange à midi, je suis au boulot. Comment je fais pour manger? Je ne peux pas préparer quand je leur demande de préparer. Donc, je pense que c'est une approche personnelle, que la personne prenne conscience déjà qu'elle est déséquilibrée sur le plan alimentaire et qu'elle ne va pas passer toute sa vie à prendre de la complémentation. Absolument. Elle va pas passer, d'ailleurs on trouve beaucoup de pathologies, mais qu'elle va à la source. C'est donner à sa cellule ce dont elle a besoin. Elle a besoin de macronutriments, comme il a dit, elle a besoin de micronutriments, d'oligo-éléments, de sels minéraux. On les trouve tous, on les retrouve dans l'alimentation. Donc apporter une alimentation équilibrée, et c'est le rôle du médecin d'expliquer au patient comment il doit s'alimenter. Parfait. Donc nous avons Hussein qui nous appelle de l'étranger. Hussein, bonjour. Bonjour. Merci de votre appel. Je vous remercie aussi. Aïchek. Vous avez une question? Ah oui, donc je suis à l'antenne ou pas encore? Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes en antenne. Alors, allez-y. Il y a deux petites précisions que je voudrais et en plus une question après. Mais je vais être rapide, mais l'émission est intéressante.
Mais par moment, ça flotte un peu. Quand on parle, par exemple, des cofacteurs, dans le monde entier, elles l'ont bien dit. Le magnésium, il faut le rajouter, bien sûr, avec l'ampoule de vitamine D, mais on n'a pas trop insisté sur le calcium. Parce que l'un des plus importants cofacteurs qui aide beaucoup à l'intégration de la vitamine D, et bien sûr pour l'os, c'est surtout le calcium. Il se trouve qu'on n'a pas beaucoup insisté. La deuxième chose, je ne vais pas être méchant ni déconneur. C'est la chose que je voulais dire, c'est la personne qui parle de trucs émotionnels, etc., sur le psychisme, etc., bravo pour ce qu'elle dit, et puis elle lit beaucoup, on est intéressé par ce qu'elle a dit, mais il y a l'émotionnel, le stress, etc. En Algérie, c'est pas le manque de vitamine D, même s'il est patent, c'est quand même le problème de la vie. Vous savez, donc les dépressions, les chutes de morale, donc tout ce qui concerne notre vie moderne, hein, que ce soit en Algérie ou ailleurs, donc on vit dans un monde qui est de plus en plus stressant, de plus en plus rapide, et tout ça sont des facteurs qui font qu'on a déjà de la baisse de l'immunité. C'est l'un des facteurs. Voilà, c'est l'un des facteurs. Et l'un des facteurs de la dépression, mais ce n'est pas le... Merci beaucoup Hussein, donc de votre question et de votre remarque. Merci. Alors, il m'a posé la question directement, il s'adresse à moi. Oui, nous, le sujet aujourd'hui, c'est la vitamine D. Donc, du coup, on est en train de parler de la place de la vitamine D dans les dépressions, dans l'anxiété et dans le stress. Et quand je dis dans ces trois pathologies ou autres, ou troubles cognitifs, je parle de la dépression légère, bien sûr. Moi, quand une personne vient, la première des choses, je suis avant tout un médecin, c'est-à-dire que je vais le prendre comme patient, je vais voir le côté organique, je vais lui faire un bilan, je vais voir ce qui ne va pas, je vais éliminer d'abord une cause organique, que ce soit un manque de calcium, de vitamine D ou autre. Hein. Donc, on parle d'une façon générale. On parle des dépressions, il y a aussi la dépression saisonnière aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est ça. Donc, je suis en train de... Si je trouve un taux de vitamine D, la première des choses que je fasse, c'est de la corriger. Après, avec le patient, j'irai plus loin. Là, s'il y a une dépression suite à un décès, suite à un deuil, suite à une séparation, suite à un problème financier, tout ce qui pourrait traiter... je parle uniquement de la dépression. Bien entendu. Parce qu'il y a d'autres pathologies. Hein. Il y a même les pathologies neurodégénératives, l'Alzheimer, la sclérose en plaques, tout ça, c'est des pathologies neurologiques. Donc là, on va aller en plus profond. Mais je n'ai jamais dit que la vitamine D était la cause principale et unique de la dépression. D'accord? Très bien. Merci. Voilà, comme ça on aura clarifié pour Monsieur Hussein. On parle encore toujours, on reste dans la supplémentation en vitamine D. Donc on ne va pas supplémenter un senior et un enfant de la même manière, par exemple. Exactement. Donc il y a des cas particuliers, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des cas particuliers où on a recours à la supplémentation vraiment au long cours. Donc on va parler essentiellement des sujets âgés, de par la qualité de leur peau, avec l'âge, qui perd sa capacité à synthétiser de la vitamine D. On va parler des femmes enceintes, oui. dont les besoins augmentent au cours de la grossesse pour assurer un bon développement osseux du fœtus. Donc là, il faudra observer aussi une supplémentation en vitamine D chez la femme enceinte, chez les nourrissons. Donc si on regarde de près le programme vaccinal, le calendrier vaccinal chez nous, il y a les vaccins habituels qu'on fait aux enfants, et puis il y a les doses de vitamine D qu'on donne aux nourrissons au 1er mois, au 6e mois, au 12e mois et au 18e mois. Et au-delà du 18e mois, ça va dépendre de la diversification et de la qualité de l'alimentation de l'enfant. Et puis, il y a d'autres cas particuliers, là où il y a des maladies chroniques comme l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique. Là, vraiment, même si le soleil joue son rôle, on s'expose régulièrement au soleil, on est très très bien alimenté, mais cette insuffisance ou ces maladies empêchent le travail de la vitamine D, sachant que la vitamine D ne devient
active qu'après transformation au niveau du foie et du rein, ce qui est altéré en cas d'insuffisance rénale ou hépatique. C'est pour ça que, par exemple, Tinina, il ne faut jamais aller vers de l'automédication, même si c'est en vente libre en pharmacie. Il ne faut jamais aller vers de l'automédication. Oui. Il ne faut absolument pas se supplémenter de manière anarchique. Il y a aussi un autre point qu'il faut signaler, c'est bien les interactions avec les médicaments. Donc, surtout pour les personnes qui prennent des médicaments, des anti-épileptiques, ils ralentissent l'absorption de la vitamine D. Oui. Donc, il faudra faire attention à ça. Voilà, donc la supplémentation anarchique de manière générale est à éviter. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours voir son médecin. Oui, absolument. Donc, laisser le dosage et la prescription aux professionnels, tout simplement. Oui. En ce moment, les compléments alimentaires sont bon marché. On les voit un peu partout sur Internet. Ils ont le vent en poupe dans le monde entier. C'est un sujet quand même à part. Mais pour la vitamine D, par exemple, effectivement, la complémentation personnelle, elle est contre-indiquée, il ne vaut mieux pas. Mais aussi, on est en train d'évoluer dans le sens où, avant, quand on faisait le dosage de la vitamine D, je ne sais pas si vous êtes sûrement au courant que c'était, quand c'était une carence, c'était en dessous de 10, après 20, et puis la normale était entre 30 et 40, quand on trouve nanogrammes par millilitre. Mais maintenant, vu l'importance de la vitamine D et tout, donc on tolère jusqu'à 100 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire que les gens qui ont 80-90, ce n'est que la bonne santé qu'ils ont. D'accord ? Ils sont dans les normes. Ils sont dans les normes. Au-delà de 100, ce n'est pas alarmant, ce n'est pas la toxicité. La toxicité, elle commence au-delà de 200-250. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a des gens qui viennent alarmer. Écoutez, on a 136. Détendez-vous, tranquille, s'il n'y a aucun symptôme ni rien du tout. Sinon, ce qu'on fait, comme le magnésium est un cofacteur, on donne le magnésium pour ramasser toute la vitamine D qui traîne un petit peu dans la circulation et la prendre au niveau des os et au niveau des cellules cibles. Donc, quand vous prescrivez de la vitamine D, est-ce qu'on voit des changements rapidement, par exemple, surtout sur l'humeur? Oui. Alors, sur les troubles cognitifs, sur l'humeur, sur l'anxiété, on voit le résultat en 10-15 jours. Donc, on supplémente. Après, ça dépend de la supplémentation. C'est-à-dire, si par exemple la personne elle est en carence importante, on donne un peu de forte dose. Après, si elle est moyennement, ça dépend le dosage, c'est en fonction, on fait un petit calcul pour voir combien on doit donner. C'est pour ça que la supplémentation personnelle n'est pas indiquée. Et puis, par rapport à l'humeur, par rapport aux troubles cognitifs, d'ailleurs, pour accompagner quelqu'un sur le plan neuro-émotionnel, si sa vitamine D n'est pas corrigée, on ne peut pas le faire. Parce qu'il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par le commencement. Corriger sa vitamine D, après faire des séances, l'accompagner tout calmement. Faire aussi le test des neurotransmetteurs parce qu'en fait le cerveau, il sécrète la dopamine, grosso modo, il sécrète la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Ces 4 neurotransmetteurs sont très importants pour le cerveau. C'est elles qui gèrent notre bien-être. Très bien. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dose la vitamine D, on la trouve basse. On corrige. Après avoir corrigé, on fait le test. Sinon, si on fait le test avec une vitamine D qui est basse, il sera biaisé. Merci beaucoup, donc, docteur, pour toutes ces précisions. Merci à vous donc d'avoir participé à notre émission. C'est déjà terminé, je vous avais dit. C'est rapide. Et c'est quand même un sujet qui est vaste et qui intéresse énormément. Il y a beaucoup de choses à dire. Absolument, beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci encore d'avoir répondu présent. Merci d'avoir participé à notre émission. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'est notre dernière de la saison. Je vous dis, chers téléspectateurs, merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette saison. Ce fut un plaisir et un honneur donc d'être avec vous 2 fois par semaine dans cette émission Ma famille, ma vie. Ce n'est pas rien qu'une émission, c'est une grande famille. Donc je tiens à remercier vous les téléspectateurs, donc avec vos appels, vos interventions, vos témoignages. Ça a été vraiment, vous avez été notre leitmotiv et bien entendu à toute l'équipe, donc ceux qui sont visibles et Dieu sait que ceux qui sont invisibles, ils sont nombreux. J'aimerais remercier en particulier donc Farida Ben Muslim donc qui préparait ces émissions. Je remercierai aussi Céline Selmi, notre réalisatrice et Rafiqa Nouri aussi, notre script. Merci beaucoup. Merci à toute la régie donc, qui a été là pendant toute l'année avec nous, toute l'équipe technique aussi du Studio 7. Je vous dis merci d'avoir été là, merci d'avoir participé et on se retrouve, Inch'Allah, à la rentrée, la saison prochaine, Inch'Allah. Merci encore.